From Washington to Kampala, Myanmar to De Guatemala, Washington, D.C. à Kampala, Sierra Leone à Bangladesh, Indonesia, Népal à Malawi, Inde, en Indonésie, RDC, une audience speak the same language. internationale de pouvoir parler la même langue pendant ces 2 derniers jours. On est tous affectés par ces mêmes problèmes de santé infantile. Et si quelqu'un traîne, on est tous tirés à l'arrière, donc on veut tous travailler ensemble pour trouver des solutions, partager des leçons, partager ce qui marche. Et moi, j'ai pu rejoindre des sous-groupes sur la technologie, d'entendre vos questions et encore de ce qui marche bien dans vos pays. Bravo à vous et merci encore d'être ici avec nous sur la plénière de fermeture. Je suis correspondante de Est-Afrique pour BBC et je travaille également pour la santé et le bien-être pour les femmes et les enfants. Je ne sais pas si vous avez pu avoir assez de temps pour parler de choses qui vous concernent. Ici, on est juste en train de se réalimenter, de prendre de l'essence et on va repartir. C'est pas la dernière, ça ne serait pas la dernière occasion pour nous de parler de nos projets. On a parlé de nos plans d'action pour l'avenir. Nous avons une plénière robuste aujourd'hui et avant que nous invitons les invités, j'aimerais que vous, les participants, vous me fassiez une faveur. Écrivez dans le chat un des choses que vous avez retenues, une des choses que vous avez retenues de ce sommet pour que nos organisateurs puissent savoir ce qui vous a plu et Please qu'on let us hear puisse avancer. Docteur Pearson de UNICEF, soins infantiles. Les 2 derniers jours ont été très sympas. Je me sens énergisé. J'ai retenu 5 choses. D'abord, le nom du conférence, notre besoin d'accélérer face aux plus vulnérables, c'est un choix d'avancer, d'accélérer les idées. Alors, chacun d'entre nous doit continuer à collaborer avec nos politiciens et nos parlementaires pour que nos enfants continuent de survivre et prospérer, et que ce soit au sommet de leur ordre de priorité, de continuer à vérifier de différentes façons le progrès qui se fait. Comment est-ce qu'on peut affecter chaque enfant? Il y a à peu près 20 millions d'enfants dans le monde qui ont moins de 50 ans et 5 ans et qui euh, passent à travers le filet des organismes mondiaux de santé. Et comment on peut les aider, ceux des favelas, dans différents pays et dans les endroits ruraux et mal desservis. Donc, qu'on développe des solutions pratiques, c'est ce sur quoi nous devons travailler, trouver des réponses et des solutions à ces problèmes. Au début, on a parlé de une volonté forte dès le début de engendrer une
bonne santé pour les néonatales et pas que travailler sur nos programmes plus larges, mais vraiment mettre l'enfant au cœur de nos initiatives et de nos programmes. Et lorsque les 1000 jours arrivent, les premières 2 années de vie et la santé de la mère, comment on peut tracer le bien-être, la longitude de l'enfant. Voilà ce genre d'approche. Numéro 4, un engagement de la part de l'UNICEF avec les gouvernements et vous tous pour achever ce plan d'action d'une accélération dans nos objectifs. Et la dernière chose que j'ai retenue, c'est euh, l'apprentissage. J'ai assisté à un sous-groupe d'apprentissage. Et j- J'ai vraiment aimé la collaboration en groupe, euh, de tous se regarder le même sujet et justement d'avoir bonne, Thank les you bonnes for preuves some really pour reflective aborder share. I'm really les excited to hear sujets. what the other panelists have to say and also what the audience are taking home from what we Excellente can see here. intervention. J'ai hâte And d'entendre you really mentioned two strong points, political ce que les autres intervenants vont avoir à dire. Vous avez mentionné deux choses. D'abord que c'est une volonté politique tout d'abord, et puis le rôle des organismes et du gouvernement à collaborer avec l'UNICEF. Au moins, on se va vers dans la bonne direction concernant la santé infantile. Dr. Sangeeta Yadav, professeur à l'Université Malona Azad Medical College à New Delhi. Qu'avez-vous retenu de cette conférence, surtout en matière d'éducation? Merci beaucoup de m'avoir invité de faire partie de ce sommet et pour les informations qui ont été amenées aux sessions que nous avons eues. J'ai entendu de nouvelles idées et ce que je retiens, c'est que nous devons avoir une approche ciblée et interconnectée, ne pas que travailler nous-mêmes sur nos îles. Il faut avoir des partenariats publics et privés et que le gouvernement, qu'on doit prendre les programmes existants chez les gouvernements pour les soutenir davantage et avancer à travers le spectre pour améliorer le cycle de vie, travailler sur différents aspects comme l'alimentation, la vaccination et d'aborder les maladies en commun. Voilà ce que j'ai retenu. Merci beaucoup, Dr. Sangeeta Yadav. Ceux qui nous joignent, si vous, que vous voulez que les panélistes répondent, mettez-les dans la chat et on fera du temps. Et ou n'importe quel présentateur, je vais leur demander de répondre à vos questions. Mettez-les dans le chat, n'hésitez pas. Maintenant, Dr. Quinn Dubé, chef des services de santé, ministre de la Santé de Malawi. C'est tellement un plaisir de vous avoir ici avec vous. Je suis vraiment content de vous voir. Nous avons travaillé ensemble à Cape Town, à l'ILFC, et ce fut un plaisir, et c'est un plaisir d'entendre comment vous avez une voix forte et comment vous aidez la santé des enfants.
et le soin des enfants. Qu'est-ce que vous retenez des 2 jours de conférence? Merci. Thank you. Et j'aimerais joindre la Dr. Awad en vous félicitant pour cet événement. Il y a 3 semaines, on était à Cape Town et on a lancé notre agenda de développement infantile ciblé pour prévenir les 3 000 mères qui sont mortes chaque année, 3 millions de mères qui sont mortes chaque année. Donc, je vais commencer ma réflexion en me servant des données qui n'y sont disponibles. Nous qui sommes ici, il y a 5 millions d'enfants qui perdent la vie chaque année. On a les données depuis 2019. Et ça, on parle des enfants de 0 à 5 ans. Nous avons des matrices depuis 2019, donc c'est plus de 5 millions. Et nous savons que ça persiste. Alors, comme panéliste pour la première plénière qui dénichait ces données, on voyait que plusieurs pays n'étaient pas sur la bonne voie pour atteindre leur cible. Et c'est vraiment dur comme fait. Je me demandais récemment, qu'est-ce qu'on doit faire pour engendrer le changement, pour atteindre notre cible? Et quand j'ai entendu les données qui ont été présentées hier, il y avait une communication claire, comme quoi les enfants meurent dans des endroits connus. Concernant l'agenda, notre programmation et nos approches, il faut qu'on commence à penser différemment pour que nos efforts ne soient pas en vain. Après 2015, on a commencé à travailler très vite et après, il y a eu un ralentissement et une fragmentation dans la programmation de la santé infantile et que les entités se sont séparées, mais c'est pas vrai. Que vous vous concentrez sur l'immunisation, vaccination, autre sujet, il faut travailler ensemble. Donc, je voulais qu'on pousse cette réflexion encore plus sur notre collaboration. En terminant, et on a des contraintes de temps, alors la fragmentation en dehors de la programmation de la santé infantile. Comment est-ce qu'on peut mieux nous occuper des néonatales? Pendant la période à venir, dans cette période-là, pour un être humain qui a 1 jour d'âge ou 8 jours d'âge, on doit surmonter les volontés politiques de mettre un certain montant d'argent dans un certain programme. On doit pouvoir le manier pour combler aux besoins. Ensuite, l'importance de la volonté politique, c'est le temps qu'on mette nos efforts dans la bonne place au niveau national. Merci. Vraiment, plaisir de vous revoir, Dr. Quinn Dubé. Merci. Les questions commencent à entrer pour Dr. Loué. Alors, je vais poser les questions à vous. Vous, docteur Yada, vous avez travaillé dans le secteur privé et public. Quel est le rôle du secteur
privés. On dit qu'on ne peut pas travailler séparément pour bâtir des programmes à succès. Et deux, comment est-ce que le public peut se servir du levier des activités du privé pour atteindre ses objectifs? Dans notre pays, on est très fortuné car on a des programmes qui, like I have had a long innings in the profession. So when I was a resident, moi j'ai 50 ans dans la profession et à l'époque, on n'avait pas autant de programmes. On avait certains endroits où les enfants étaient amenés pour l'immunisation et que les mères allaient pour l'été. Et au fil des années, on a commencé à travailler sur un programme respiratoire et d'éducation et ça a eu un effet. Pas au niveau qu'on aurait voulu. Je pense à un autre programme, Safe Motherhood, la maternité en sécurité. Et ces programmes ont fonctionné. En l'année 90 à l'année 2000, nous allons baisser notre taux de mortalité des enfants en dessous de 5 ans. Notre moyenne a baissé. Et cela a eu une différence. Alors, pourquoi est-ce que je vous mentionne ces programmes gouvernementaux? Car, comme membre des groupes des pédiatriques d'Inde, le plus grand groupe, c'était notre objectif, ainsi aussi avec la Société des médecins de l'Inde. Ces programmes ont contribué au programme, que ce soit mère, enfant, immunisation. Et de savoir quels sont les facteurs qui affectent l'enfant. Donc, on a justement pu bâtir une coopération entre le gouvernement et puis les organisations médicaux pour créer ces programmes. Et puis, il y en a beaucoup plus qui se sont évolués depuis. Les dernières décennies pour améliorer la santé. On parlait aussi du fait que il y a de très bons taux de survie autour de 18% dans certains États et d'autres États chez nous ont un taux de mortalité entre 40 et 50%. Alors, certains districts et villes, 60% d'entre elles ont besoin qu'on leur porte plus attention. Et que le gouvernement et puis l'entité administrative continuent de se servir des ressources humaines et les groupes du secteur privé pour améliorer la situation. Merci, Dr. Yadav. Nous avons beaucoup de commentaires qui entrent. Et je vous prépare de certains des commentaires de ce qui était retenu dans les 2 derniers jours. Notre question, on a beaucoup parlé de la relation entre
fournisseurs de santé et la santé des mères et enfants. À l'avenir, comment voyez-vous la différence entre la quantité de soins et la qualité de soins? Nous avons un programme en place qui s'appelle LINE. Alors, le nombre d'enfants ou des mères accouchantes qu'il est sous ce monde sont enregistrés. Moi-même, je l'ai vu et on sait lesquelles mères sont à quel stage et des enfants aussi et quels sont leurs besoins. Ceux qui ont besoin, alors genre une aide urgente peut être signalée. On doit s'asseoir avec eux, parler avec eux, leur expliquer certaines choses et quelles interventions sont obligatoires. Alors, ces choses sont adressées par nos travailleurs de santé communautaire. Nous avons un système là où nous travaillons avec des fournisseurs accrédités et ils reçoivent un entraînement pour s'occuper des soins néonataux. Et plus tard, dans le développement de l'enfant, ils continuent de fournir les immunisations. Laissez-moi faire re-rentrer. Il y a quelques questions ici pour vous, Dr. Quinn Dubé, de la part de nos participants. 20, 30, c'est que en 7 ans. Le temps de maintenant. Comment devons-nous nous responsabiliser pour nos promesses vers nos enfants? Ça, c'est la question à $1 million. On assiste à des rendez-vous un après l'autre, on parle de données, etc. On réfléchit nous-mêmes. Et nous voyons ces données qui persistent concernant l'immunisation et la santé néonatale. Et on doit nous-mêmes comprendre qui sommes-nous? Gouvernement, industrie, organismes, communautés. On doit absolument percer encore plus profondément sur notre rôle. On ne peut pas parler de responsabilisation sans donner. Ça, c'est sûr. Donc, si j'aurais à demander la question à l'audience, ce serait est-ce que la responsabilité au niveau de communautés, des nationales, des régions, des États sont à la hauteur? Souvent, les données démontreront là où persistent des lacunes. Et en s'en servant, on pourrait, par exemple, se servir, cibler où devons-nous être à la fin de 2033 et on doit bâtir notre plan d'action autour de l'ordre de la santé néonatale. Les communautés doivent prendre la parole. Ceux qui travaillent avec nos districts au niveau des districts, est-ce qu'on a ce qui nous
faux. On pense qu'on va se réveiller le matin 2030 et qu'on aurait achevé nos objectifs, mais non. Il faut savoir que c'est les données qui indiquent la situation de la communauté et il faut se bâtir sur les données pour ensuite s'activer et avoir des discussions sur ce qui doit se passer. C'est le temps d'agir, d'avoir des jalons clairs, des objectifs clairs et d'être transparent avec ceux qu'on dessert, de savoir à quoi nous attendons de responsabilité de nos leaders mondiaux également aussi. C'est très bien de parler de financement et de la santé infantile, mais il faut comprendre où va les fonds, où va les fonds, les 1 million de dollars par exemple. Il faut que les fonds arrivent jusqu'à l'enfant fragile. Ces questions se posent au niveau mondial, mais aussi régional et local, jusqu'au village. Je sais que c'est une énorme sujet à aborder, mais il faut absolument qu'on responsabilise les acteurs. Wow. Who are we accountable to? And À qui sommes-nous redevables? it's really important that we have this honest C'est conversation. important What makes qu'on ait cette us in our conversation. rooms to sit in Donc, conferences? on est dans on fait ces conférences, mais à qui parlons-nous? Qui défendons-nous? Est-ce qu'ils savent ce que nous faisons pour eux? Donc, c'est bien d'avoir cette conversation honnête. Et si on parle uniquement des données, permettez-moi de demander à Dr. Louis Pearson. L'UNICEF est l'une des organisations qui était à l'avant-garde pour essayer de générer cette donnée et nous donner les chiffres quand on parle aux enfants affectés dans les régions. Est-ce que les gouvernements et les gens qui sont supposés absorber et utiliser ces données, est-ce qu'ils font ce travail? Merci pour la question. J'aimerais continuer sur la lignée du professeur Dubé et également venir à votre question sur les données. Comment lier la redevabilité, les données et l'action? Il y a de bons exemples. Je peux mettre en avant quelques solutions. Ce n'est pas nécessairement facile, mais ça doit se produire parce qu'on ne parle pas de changement, petits changements, mais pas de faire les affaires comme d'habitude pour faire des changements fondamentaux. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir une idée unique pour chaque enfant, peu importe où l'enfant est né, que ce qu'il soit réfugié ou une personne déplacée, que l'enfant ait un numéro unique. L'enfant est suivi pour chaque service. Les écoles, on peut le faire numériquement. Il y a des pays qui l'ont réussi à le faire, qui ont compris, inclus les enfants dans le service d'assurance. On ne peut pas le faire sans le numéro d'identification. Chaque enfant a le droit d'avoir une nationalité et son propre numéro, peu importe où il ou elle se trouve pour qu'on puisse atteindre cet enfant. Et deuxièmement, au niveau communautaire, le dernier kilomètre, on sait que ces enfants, on sait des données, à partir des données de l'UNICEF, qu'il y en a 20 millions, environ 20 millions. 20 millions d'enfants, zéro dose, jamais atteints par une dose. Et on sait que les travailleurs de la santé communautaire et les infirmières qui travaillent en première ligne ont les moyens de les contacter. Cependant, les travailleurs de la santé ne sont pas payés. Ils ne sont pas sur les salaires, ne touchent pas des salaires publics et ils n'ont pas assez d'autonomie. Donc, notre directeur de l'UNICEF a fait un engagement pour soutenir l'initiative pour avoir
des travailleurs de santé communautaire payés dans chaque communauté pour toucher chaque foyer. Et les derniers exemples que j'aimerais présenter en ce qui concerne la redevabilité, c'est il faut auditer chaque décès maternel et des nouveau-nés et des enfants et tous les morts-nés, les enfants morts-nés pour comprendre pourquoi ce décès a eu lieu et comment l'empêcher. Et si on peut le faire ces quelques exemples, nous sommes bien partis pour utiliser ces données pour la redevabilité. Merci. Merci beaucoup, Dr. Louis. Maintenant, je vais résumer ce qui a été dit. Elisabeth a dit qu'on doit regarder nos accomplissements et le soutien pour les enfants fragiles et autonomiser les travailleurs de la santé communautaire parce que c'est le lien qui lie les usagers et les fournisseurs de services. Linda Grant dit qu'il est le temps pour que les enfants survivent et s'épanouissent, peu importe où ils se trouvent. Donc, l'alignement global est crucial et Lynn Gwislet dit qu'on a besoin d'une initiative globale pour remettre les pays sur le bon chemin, les 50 pays, et avoir une concentration sur la pneumonie, la diarrhée, la malnutrition, méningite, syphilis et toutes ces maladies qui affectent nos enfants. Et Malden dit qu'il faut continuer l'engagement avec les preneurs de décisions politiques parce qu'ils sont essentiels pour améliorer les résultats de santé, surtout réduire la mortalité des enfants. Merci de partager cela. Il y en a d'autres qui vont venir et je vais y arriver. Mais, Dr. Yadav, est-ce que vous revenez et on doit avoir, Yadav, on veut s'assurer que les leçons des participants et le public et même vous, en tant que panéliste, comment s'assurer que les leçons tirées de cette conférence et de ces réunions ne sont pas une opportunité manquée parce que, comme a dit Dr. Dubé, on a eu tant de conférences, on a organisé tant de réunions, on parle des mêmes choses, comment changer la tendance à l'avenir. Dr. Dubé a dit que les données sont générées et Dr. Louis a dit que les données sont générées, il faut agir. Et c'est ce qui se passe dans nos pays parce que nous contribuons à la charge de la mortalité des moins de 5 ans. Donc, on a des missions de santé nationale et nous avons également une politique nationale pour aborder les objectifs SDG du millénaire. Donc, on a plus certaines cibles qu'on doit accomplir d'ici 2025 pour ne pas être en retard lorsqu'on doit réaliser les objectifs SDG parce que la population, le système opère lentement et il y a une grande cohorte de population et qui contribue aux maladies respiratoires et autre chose. Donc, autre chose dont vous avez parlé, c'est que nous avons des conférences, mais l'essentiel, c'est le tableau de bord et les données collectées. Et en fonction de cela, il y a un équipement d'administration à partir du ministère de la Santé du gouvernement d'Inde jusqu'au secrétaire de santé dans les États, surtout ceux qui ne se débrouillent pas très bien et les districts qui ne se débrouillent pas très bien. Ils sont à Uttar Pradesh, UNICEF est actif là-bas et Rajasthan. Donc, on travaille avec les missions de l'État, avec le système local pour travailler là-dessus. On est en retard. Nous avons des revues sur les morts-nés et les naissances et les décès. J'étais le chef du département de cette institution il y a plusieurs années de cela, mais un des membres enseignants allait pour sa révision des naissances et des morts-nés
Donc, c'était juste pour... Donc, nous avons certaines choses en place. La seule chose, c'est que on doit être plus concentré. Newborn care program is in Nos place. programmes néonatales sont en place et les femmes enceintes et périnatales, tout ça, c'est en place. Et le registre pour les programmes pour enfants et les adolescents et la santé reproductive pour les adolescents, tout est en place. Et nos travailleurs de la santé sont formés et ils abordent ces problèmes et ils s'en occupent. Donc, j'aimerais ajouter un point, quelque chose de positif dans toute cette présentation. Merci, Dr. Aliadav. Et maintenant, il y a quelques questions du public et j'aimerais passer à cela maintenant parce que nous n'avons pas plus beaucoup de temps. Dr. Dubé Aboubakar Ada demande, est-ce qu'il est possible d'implémenter les 1000 jours, l'approche des 1000 jours pour améliorer la santé des enfants? Oui, c'est possible. Et je sais qu'on a des exemples de pays qui l'ont fait très bien même. Et l'approche des 1000 jours signifie intégration pour la santé maternelle des nouveau-nés et de l'enfant. Une fois que vous le faites, vous devriez pouvoir réussir. Mais une des choses qu'on a appris du contexte de Malawi, il faut vraiment réfléchir au-delà du ministère de la Santé, le ministère du Genre et le développement de chaque enfant, le ministère de l'Éducation, très crucial, département de nutrition à un moment, le département de nutrition n'était pas au ministère de la Santé, c'était sur le cabinet, le bureau du président. Donc, il faut inclure tout le monde et également les gouvernements locaux. Une erreur qu'on a fait comme secteur de la santé pendant très longtemps, c'est de travailler dans un silo. Pour certaines questions, on ne peut pas les faire tout simplement. Comme le ministère de la Santé, il faut vraiment mapper qui sont les autres départements gouvernementaux cruciaux qui doivent être inclus. Donc, il est très possible, on ne peut pas le faire seul comme le secteur responsable, exclusivement responsable. Et donc, c'est un commentaire de Eric Seba qui dit « La plupart de nous dans cette conférence sont des techniciens de la santé. On doit inclure des experts et des défenseurs pour attirer l'attention sur le niveau inacceptable des décès des enfants pour avoir les ressources nécessaires. Docteur Debé, vous êtes officiel de gouvernement. Désolé, je vous mets sur la sellette, mais est-ce que vous pouvez penser à ce que dit Eric? Est-ce qu'on a besoin, nous, dans le défenseur et technicien, de vraiment vous amener la preuve? Vous êtes un politicien ici pour voir un peu d'action. Est-ce que il y a assez de données? On a des données à droite et à gauche de différents programmes, que ce soit à travers notre propre système d'outils DHIS, on a des structures, des données, on regarde les données pendant des réunions. La question que vous amenez sur la table, c'est comment amener le volet plaidoyer. Et j'utilise toujours l'exemple VIH. 20 ans de cela, on avait des gens qui mouraient du VIH en Afrique subsaharienne. Ils mouraient comme des mouches. Et les gens pensaient qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais à travers ce plaidoyer puissant, même dans les endroits les plus éloignés au Malawi, on a pu faire un test de charge virale. On peut faire un échantillon qu'on envoie au laboratoire le plus proche pour le test. Le VIH est un exemple fantastique de ce que le plaidoyer peut réaliser. Et souvent, en tant que technicien,
dans le secteur responsable. Nous ne sommes pas les meilleurs défenseurs. Parfois, vous avez besoin de quelqu'un qui est un politicien ou parfois qui est juste une personne de la communication pour parler en votre nom. Parfois, vous avez besoin de quelqu'un au ministère de la Finance. Je suis dans un bureau où c'est pas seulement les gens pour la santé des enfants qui demandent, la santé des enfants qui demandent, qui veulent davantage une augmentation. Les gens qui regardent pour les VIH, la planification famille, les santé adolescentes, ils veulent davantage. Tout le monde veut d'argent. L'espace fiscal est vraiment très étroit. Mais est-ce que vous regardez les données de près, les données de votre pays, et vous regardez au-delà des enfants, la santé des enfants, c'est le même endroit, la même région où il y a tous ces problèmes, la santé maternelle de l'enfant, ce sont les mêmes géographies. Donc, quand on essaie d'aborder ces questions en utilisant l'approche de la durée de vie, vous allez faire davantage que si vous le faites avec une approche en silo. Donc, parfois, un plaidoyer va venir du côté de maternelle plutôt que du côté des santé des enfants. Donc, on doit regarder nos données de manière générale au-delà de la santé des enfants. Et c'est ce que j'ai découvert avec la région subsaharienne. Lorsque vous avez des problèmes avec la santé, vous avez des problèmes avec la santé néonatale, adolescente et maternelle. Donc, nos investissements doivent être dans la santé primaire pour avoir des voies de ce niveau. Renforcer le système de santé familiale, c'est crucial. Merci. Merci. Merci beaucoup, Dr. Dubé. Vous avez parlé des investissements, surtout comme on ne peut pas se permettre de regarder les soins de santé différemment de la santé maternelle que des soins des adolescents. Et cela a été abordé à la session d'ouverture hier. Et Yadav, docteur Yadav, je reviens avec vous. Je sais qu'on ne peut pas parler en silo. Est-ce que vous pouvez parler de l'innovation et la technologie parce que ça a été un volet clé de cette conférence et c'est un sous-groupe complètement différent qui regardait les questions liées à la technologie et l'innovation. Est-ce que c'est important? Quelles sont les leçons clés qu'on doit apprendre pour l'innovation pour arriver au dernier kilomètre lorsqu'on parle des enfants? Avec la technologie, les communications se sont améliorées et même le retour d'informations et notre position actuelle et jusqu'où nous devons aller et avec les différentes approches, augmenter la redevabilité et surtout les travailleurs de la santé, les résultats à long terme. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être là. Comme a dit Dr. Louis, disait, il faut donner un numéro d'identification unique à chaque enfant né afin que nous sachions que nous identifions cet enfant et on sait ce qui se passe aux paramètres de santé de l'enfant. Qu'est-ce qui est en retard? Qu'est-ce qui a été raté pour que cela puisse être abordé? Donc, ce sont les choses sur lesquelles nous pouvons travailler grâce à la technologie, différents moyens et manières d'aborder la nutrition. Comme hier, on a fait cette présentation sur important à aborder la nutrition, la vaccination. Donc, ce sont les choses principales. C'est tout. Quelqu'un veut ajouter quelque chose d'autre? C'est ouvert. Il y a quelques questions pour le public et peut-être qu'on doit aborder avant de continuer. Tolua Olokunde dit comment est-ce qu'on peut intégrer le développement pour combler l'écart pour les intégrations et les autres domaines. Comment est-ce que mes interventions pour maximiser le potentiel de toutes les parties prenantes pour le développement
Donc, Tiolua Olokunde, comment est-ce que nous pouvons intégrer les défis au niveau du développement pour pouvoir combler l'écart causé par les interventions verticales au sein pour la santé de l'enfant, ainsi qu'entre d'autres domaines de santé maternelle, santé de l'adolescent? Comment est-ce qu'on peut concevoir les interventions qui maximisent le potentiel de toutes les parties prenantes pour le développement et la santé de toute cette partie prenante? Donc, on utilise les jalons de développement et ensuite on passe à un endroit où on a commencé, une période où on a commencé avec la verticalisation des programmes de maladies. Je crois qu'on doit revenir au début à un concept basé sur l'humain pour la santé et se poser la question, de quoi a besoin un enfant d'un an, quand il vient à la clinique, de quoi a-t-il besoin? On fait une évaluation nutritionnelle, on devrait pouvoir faire une vérification de développement, des jalons de développement. Qu'est-ce qu'on devrait enseigner à la mère pour qu'elle vérifie à la maison si on revient à la manière dont c'était fait plusieurs années auparavant en développant ces paquets, un concept conçu autour de la personne, on peut conquérir cette verticalisation. Et si on met le développement au centre de ce paquet, on peut réussir. Merci, Dr. Dubé. Dernière question avant de faire les dernières remarques. Et Dr. Loué, je crois que on ne peut pas. Il faut parler des enfants dans les contextes humanitaires, les enfants affectés, parce que j'appelle les 3C, les conflits, changement climatique et COVID, qui maintenant est déclaré, n'est plus une préoccupation globale, mais ces trois choses ont effacé la plupart des progrès que nous avons faits au cours des dernières années. Au cours des années à venir, comment on peut utiliser les leçons apprises pour pouvoir fournir les meilleurs, et même si tout le monde avait des difficultés à survivre pour assurer que nos enfants s'épanouissent après COVID et jusqu'en 2030. Dans les zones affectées par des conflits, que ce soit chronique ou aigu, l'UNICEF a un principe qui gère l'UNICEF qui s'appelle l'engagement fondamental envers les enfants. Cela défend les droits fondamentaux des enfants pour les services essentiels, pour l'éducation et autres services sociaux. Encore une fois, du point de vue politique, les agresseurs, soit vous êtes une victime de conflit ou un agresseur, il doit y avoir des corridors de la paix pour les enfants. On doit avoir des autorisations pour que les deux côtés du conflit, qu'ils puissent offrir les services de base aux enfants. La plupart sont en déplacement. Beaucoup sont séparés de leurs parents et ils sont les plus vulnérables. Lorsque je me suis rendue à Honduras, aux frontières de l'Honduras et du Guatemala, on a vu combien d'enfants traversent les frontières sans parents. Donc, encore une fois, ça revient à l'idée de comment on peut atteindre ces enfants dans les zones de conflit et ces pays où il y a des urgences chroniques et aiguës. Ce sont les pays qui reculent en termes de mortalité des enfants. Leur mortalité augmente plutôt que chute. Les solutions ne sont pas faciles parce que dans ces pays, si on regarde la RDC comme exemple, il y a plusieurs multipandémies. Il y a l'Ebola, Marburg, le choléra, la rougeole, la polio, et ainsi de suite. Toutes les épidémies qui occupent l'espace et l'énergie.
Donc, dans ces endroits, dans ces contextes, on doit gérer les crises aiguës tout en réhabilitant les systèmes locaux. Ce sont les zones les plus difficiles dans lesquelles l'UNICEF et vous autres, vous travaillez. On doit travailler ensemble. Merci. Merci beaucoup, Dr. Loué. Et je dois conclure. Je sais qu'il y a d'autres questions. J'espère que nos collègues de l'équipe pour la santé des enfants, ils pourront répondre à vos questions si vous les contactez. Donc, 30 secondes à chaque panéliste. Quelle priorité nous devrons donner pendant les 7 ans qui nous restent jusqu'à 2030 pour atteindre l'inégalité et réaliser les objectifs du millénaire. Docteur Yadav, je commence par vous. The self-motivation, L'automotivation, c'est le plus important. Peu importe là où nous sommes et peu importe ce qu'on devrait faire, on devrait être fidèle à cela. C'est comme ça qu'on peut atteindre les cibles avec les données dont nous disposons. Merci, docteur. Docteur Dubé, quelle priorité devrions-nous retenir pendant les 7 ans? Données pour l'action. Auditer les décès et les naissances. Encore, docteur Loué, quelle priorité pendant les 7 ans qui débouchent sur 2030? Il y a tant de choses à prioriser. Ensemble, nous devons permettre au leadership national, tel que le professeur Queen Dubié, pour mener les efforts nationaux pour atteindre chaque enfant. Ça, c'est l'engagement au plus haut niveau, communautaire. Il faut que les travailleurs de la santé donnent des soins de santé primaires à tous les foyers. Merci. Merci beaucoup à nos panélistes. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. J'apprécie vraiment tous vos commentaires et vos engagements pour ce mouvement et ses objectifs. Et j'ai quelques leçons apprises pour des publics. Mariana Montida a dit que la leçon apprise, c'est de réduire les inégalités et améliorer la santé des enfants, peu importe le contexte, et avec une approche collaborative est importante. On doit intégrer les services plutôt que de continuer en silo si on doit permettre plus d'enfants de survivre. Une approche co-créative pour impliquer et pas ni blâmer les gens pour les difficultés. Et finalement, donc, des approches multisectorielles pour l'égalité de la santé de l'enfant, on doit être persistant et consistant. Merci. Donc, on veut faire des efforts pour combler l'inégalité, comprendre les manques pour l'adoption et pourquoi ces manques existent et qu'est-ce qu'on peut faire pour les combler. C'est ce qu'on a essayé de faire ici. Vous qui êtes assis ici, vous qui êtes dans cette conférence, aidez les solutions pour sauver la vie des enfants. Si vous étiez dans la plénière d'ouverture, vous avez entendu parler de Suleiman, qui est un enfant de 0 dose affecté par un conflit et le changement climatique. Je n'ai pas honte de dire qu'on a abandonné cet enfant, on a abandonné sa mère et notre inaction. Et on travaille en silo, un comportement, a coûté la vie à son frère Saleh. On a fait des engagements. Queen Dubé a dit cela dans différentes campagnes. On doit garder notre promesse. On ne peut pas refaire encore cette conférence l'année prochaine et dans 2 ans et parler la même chose. C'est immoral pour le faire. On doit garder notre promesse pour 2030. L'équité, quand on crée un contexte où ceux qui sont abandonnés, on leur permet de s'épanouir, tout le monde gagne et j'espère que vous allez agir pour que tout le monde gagne. Beaucoup d'appréciation à d'autres hôtes pour
organisé cette conférence pour cette belle cause. Et la prochaine fois, je serai heureuse d'être votre modérateur. Et je veux souhaiter Daneska Sonagi de l'équipe d'intervention de la santé de l'enfant. Vous avez la plateforme à vous. It's more than a meal. Think back to your school days. Were you able to focus on your studies when you were hungry? Learning while hungry is almost impossible. Hunger and malnutrition are among the greatest barriers to learning and development for children. That's because adequate food is essential for brain development. It's for this reason that school meals are one of the most effective non-teaching interventions to improve learning. In 2020, nearly half of all primary school children in low and lower middle-income countries received a meal in school every day. Countries make this investment because it encourages children to attend school regularly and fosters equitable opportunities to learn. Communities like school meals programs too. They create a reliable market for the local agriculture sector, and they're an invaluable safety net for vulnerable families. In addition to providing daily meals, schools are an effective platform to deliver other routine services that help children thrive. Some examples include providing health and nutrition education to establish good habits, investing in infrastructure for hand washing and exercise, delivering deworming tablets and bed nets where they're needed, and screening children's and teachers' vision so they have the tools to thrive in class. The COVID-19 pandemic has made the important role school meals and other complementary health programs play more visible than ever. When schools closed to limit the spread of the virus, most of these children lost access to their daily meal. Governments are now revamping their national school meal programs to bring children back to school. Making these programs effective requires the support and input of many sectors, including education, health, and agriculture. Learning is hard work for children and young people. Learning while hungry makes this task even more difficult. School meals provide the nourishment children need to succeed in school and beyond. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci bringing us to the end pour of this. arriver à la fin de cette réunion. Et j'espère que tout le monde, nous tous, nous avons été provoqués à réfléchir comment aborder les inégalités dans la santé de l'enfant pour que nous puissions tenir notre promesse aux enfants qui est imbriquée dans les SDG et la stratégie globale pour les femmes, les enfants et la santé des adolescents. C'est immense d'essayer de résumer toutes les conversations, sauf de dire que lorsque vous regardez les 4 objectifs, en commençant par identification des facteurs, échanger les approches prometteuses et partager les modèles et les cadres pour mesurer notre progrès, nous avons accompli ces objectifs et ce que nous allons faire, c'est de résumer et synthétiser et partager avec nous. Les enregistrements de toutes les conversations seront affichés en ligne et vous aurez accès à cela. Il me reste quelques minutes et on va tourner notre attention sur le 4e objectif où on voulait collecter des retours d'informations pour développer des recommandations pour une concentration renouvelée sur la survie des enfants et le bien-être des enfants. Et en ce sens, pour ce faire, j'aimerais redire ce qu'on nous a dit que 5 millions d'enfants continuent à mourir chaque année de maladies qu'on peut prévenir. On doit redoubler nos efforts pour le faire. Donc, j'ai capté 5 domaines dans lesquels on doit agir et on va envoyer nos recommandations. Le premier, c'est la volonté politique et le leadership. Nous devons avoir cela absolument. Nous avons les interventions techniques. Nous
ratons nous n'arrivons pas à les donner aux enfants qui en ont le plus besoin. On a besoin d'une vision politique, des ressources nécessaires pour le faire. Le deuxième domaine est la programmation et c'est pertinent pour nous. C'est l'accent est mis sur le contexte et c'est spécifique, la programmation spécifique au contexte. Et on a abordé le problème du continent. On doit aborder les besoins des mères, des nouveau-nés, des enfants et même des adolescents. Le continuum, avec une approche en continuum sur toute leur vie. Donc, on doit tenir compte pour la programmation par la suite. Lié à cela, le problème des compartiments, des silos. On l'a dit plusieurs fois, on doit revoir notre programmation et empêcher les compartiments pour pouvoir regarder la santé des enfants de manière holistique, la santé des mères, des familles. Cela va nous permettre de tirer profit des ressources, optimiser les ressources disponibles, aligner à travers les programmes, les divers programmes. Et on a parlé de la centralité de la santé communautaire et des soins primaires comme plateforme pour le faire. Le troisième volet de cette programmation, c'est la section non sectorielle, par rapport aux vidéos qu'on vient de voir. On a entendu souvent qu'on ne peut pas travailler dans un autre silo en tant que secteur de la santé. Il faut une action non sectorielle, y compris le secteur privé. Et ensuite, le troisième volet, on a parlé de notre domaine, c'est la redevabilité. Et la redevabilité à tous les niveaux. Dr Doubé a posé la question, qui est redevable à qui? Mais il y a également la question de nous sommes redevables de quoi? Je crois, en ne sachant pas ce quoi nous sommes redevables, c'est contribuer au compartiment. Je suis responsable pour la santé d'enfant, un autre est redevable pour un autre volet. Donc, clarifions cela, que nous sommes redevables pour offrir pour les enfants, la survie des enfants et leur épanouissement. Et cela signifie également les mères qui survivent et qui sont épanouies et des familles qui peuvent s'occuper de leurs enfants. Et on a parlé des besoins de bonnes données pour nous, pour pouvoir le faire. Pour terminer, on a parlé du plaidoyer. Et encore une fois, le plaidoyer pour couvrir toute cette région, comment on inclut différents partenaires qui participent à la promesse. Et c'est un plaidoyer aux communautés, au leadership politique au niveau global, avec le financement externe pour soutenir la programmation. Et peut-être qu'on a besoin le cas économique pour investir dans la santé maternelle et des nouveau-nés et des enfants. Comment faire de cela une priorité pour les leaders politiques qui s'occupent des problèmes du gouvernement. On sait qu'il y a un plaidoyer économique pour investir dans la santé maternelle des nouveau-nés et des enfants, y compris pour les adolescents. Donc, faisons cet argument. Et pour ce faire, merci a dit que on était en train de refaire le plan. J'aimerais nous défier, nous forcer à continuer à contacter les différents sous-groupes, de continuer la conversation, mais également sous l'action de la survie de l'enfant, ensemble, avec nos collègues, sous les plans d'action pour les nouveau-nés et finir avec la mortalité maternelle pour aborder les problèmes de la santé de l'enfant maternel et du nouveau-né. Pour terminer, j'aimerais remercier
les différentes personnes qui ont participé à l'organisation de cette belle conférence. Je voudrais remercier les intervenants, les panélistes, les présentateurs, les modérateurs, le comité de planification de la conférence qui comprenait les membres, les coprésidents des différents sous-groupes, sous l'équipe d'intervention. Merci Caroline Sargent, qui est la consultante qui est à l'avant-première de l'organisation et pour rassembler les différents éléments de cette conférence. Également, j'aimerais remercier mon équipe, Sita, Suzanne et Jenny, qui viennent nous rejoindre pour le rôle qu'elles ont joué pour faire de cette conférence un succès. J'aimerais remercier les interprètes derrière les coulisses, TechChange, la compagnie qui nous a donné cette plateforme. Ça a demandé beaucoup de temps et de compréhension technique pour mettre cela en place. J'aimerais remercier l'USAID pour le financement pour cette conférence. Et surtout, je voudrais remercier à tous les participants parce que c'est vous qui faites cette conférence, c'est votre succès. C'est un jalon important. On a refait le carburant, le plein. On va augmenter la vitesse à Santé Sana. Merci, merci, merci à tous et à toutes. Encore une fois, je vous remercie de faire partie de cette conférence.